Bonjour à tous, c'est la dernière étape de notre tour d'Europe. Après un équipement sportif à Rome et une résidence étudiante à Munich, nous passons pour les Jeux de Barcelone à une échelle plus large. Bienvenue dans le 11e épisode du nouveau programme. Alors aujourd'hui, c'est au bord de la mer Méditerranée, au cœur de la capitale catalane, que je vous emmène. Derrière moi, difficile de ne pas remarquer la tour Mapfre et l'hôtel Arts, symbole du village olympique de Barcelone et des transformations incroyables que la ville a connues à l'occasion des Jeux olympiques. Car un peu moins que d'architecture, nous allons dans cet épisode largement parler d'urbanisme et voir à quel point cette ville s'est métamorphosée pour accueillir les Jeux de 1992. 17 octobre 1986, Barcelona sera olímpica. 11 ans à peine après la mort du général Franco, la capitale catalane sélectionnée pour accueillir les Jeux doit maintenant s'activer pour sortir du sous-développement dans lequel l'ont plongé 40 années de dictature. La ville qui déborde alors d'enthousiasme va se transformer profondément pour se donner un nouveau visage, se rêvant déjà capitale de la Méditerranée. Et vous n'imaginez pas à quel point Barcelone était différente avant les Jeux, dites-vous qu'avant cela, il était presque impensable de s'y baigner. Pour comprendre l'ampleur de ces transformations, il nous faut d'abord prendre un peu de recul historique et géographique. Barcelone s'étend sur 101 km², une surface similaire à celle de Paris. Elle se développe sur une plaine enserrée entre le massif de la Collserola et la mer Méditerranée, encadrée par les embouchures des fleuves Llobregat et Besòs. S'élançant vers la mer, la colline de Montjuïc surplombe la ville historique, restée jusqu'au milieu du XIXe siècle, enclose dans son enceinte militaire. Ce n'est qu'après 12 ans de bras de fer avec l'armée que la ville est enfin autorisée à démolir ses murailles en 1854. 5 ans plus tard, elle lance un concours pour la réalisation d'un plan d'extension et sélectionne celui de l'architecte Antoni Rovira. Mais c'est sans compter sur Madrid qui en a décidé autrement et qui impose un projet heureusement pas si mauvais, celui de l'ingénieur Ildefons Cerda. Pour contrer les limites géographiques de la ville, Cerda propose un développement transversal le long de la plaine qui prend la forme d'un plan en damier. Il permet de constituer un îlot type, répété de la même manière dans toutes les directions, c'est la manzana ou ilia en catalan. Cet îlot carré d'environ 113 mètres de côté a ses angles recoupés à 45 degrés, lui donnant sa forme caractéristique. À l'exception des équipements publics, marchés, églises, ceux-ci ne devaient être bâtis que sur 2 côtés, apportant aux habitations un maximum d'air et de lumière. Une idée qui ne résistera pas à la pression foncière, les îlots de Cerda ayant fini, pour beaucoup, par être intégralement construits. Capable de remplir efficacement les anciennes propriétés agricoles, le plan Cerda permit à la ville de Barcelone de croître de manière rigoureuse et planifiée. Mais cette expansion le long de la plaine s'est faite en ignorant complètement le bord de mer, et ça, c'est parce qu'elle en est coupée depuis bien longtemps. C'est en effet depuis 1848 que la première ligne de chemin de fer de la péninsule ibérique sépare la ville de son littoral. Cette barrière difficilement franchissable sera suivie de nombreux autres et accentuée par la construction d'un port industriel vers 1870. Ainsi, alors que la ville s'était étendue de manière ordonnée vers la plaine, formant le quartier de l'Eixample, l'extension en catalan, c'est une vaste zone industrielle qui s'était développée le long de la mer, coincée entre les voies ferrées, polluées et désorganisées. Alors que Barcelone a déjà largement dépassé les limites du plan Cerda, la ville doit également d'urgence se doter d'un réseau viaire efficace si elle ne veut pas finir paralysée. Accueillir les Jeux Olympiques semble donc s'avérer un énorme défi. Car Barcelone joue gros, elle souhaite faire sa place dans le monde et devenir une ville globale qui attire les touristes du monde entier. Alors qu'elle a déjà lancé de grands travaux depuis la fin de la dictature, la ville prend les Jeux Olympiques comme un prétexte pour les accélérer et faire en 6 ans ce qui aurait été impossible en temps normal. La ville va ainsi se lancer dans un chantier titanesque de récupération de sa façade maritime, sur lequel nous reviendrons plus tard. 2 voies rapides seront construites pour former une rocade contournant le centre, la Ronda des Dalt et la Ronda Littoral.
En plus d'une tour de télécommunications qu'elle fera construire par Norman Foster, la ville va répartir ses installations olympiques sur 4 sites, reliés par son nouveau périphérique. D'abord, les Jeux seront l'occasion de rénover la zone désordonnée de Diagonal Pedralbes, où existaient déjà de nombreux équipements, comme le stade du FC Barcelone. Au nord ensuite, une zone pratiquement vierge, le Val d'Hébron, sera quant à elle aménagée de fond en comble, avec notamment la construction de superbes installations pour tir à l'arc, réalisées par le couple d'architectes Enric Miralles et Carme Pinos. Une copie du pavillon de la République espagnole y sera également construite à l'occasion des Jeux. Pour finir, les équipements sportifs les plus importants seront concentrés sur la colline que vous voyez ici, Montjuïc, le plus grand site de compétition et le point central de ces Jeux. Mais ce n'est pas la première fois que la colline de Montjuïc accueille un événement de cette envergure. En 1929, elle avait été largement remodelée pour accueillir l'exposition universelle, à l'occasion de laquelle furent construits de nombreux bâtiments, dont le célèbre pavillon allemand de Mies van der Rohe, reconstruit au même endroit en 1986. Certains d'entre eux seront ainsi adaptés et réutilisés pour les Jeux Olympiques, auxquels s'ajouteront d'autres installations postérieures. Pour finir, les équipements les plus importants seront réunis à son sommet pour former l'anneau olympique. Les bâtiments s'y organisent autour d'une esplanade qui, descendant sur 4 niveaux, forme une agora surplombant la ville. À l'est, fermant la perspective, seule la façade du stade construit pour l'exposition universelle sera conservée, tandis que la piscine Bernat Picornell sera intégralement reconstruite. Elle offrira les clichés les plus impressionnants de ces Jeux, un point de vue saisissant qui attire encore aujourd'hui, comme en témoigne le très récent clip de Dua Lipa, tourné sur place. 3 autres équipements viendront ensuite compléter l'anneau olympique, dont le Palais des Sports réalisé par le japonais Arata Isozaki et le bâtiment de l'Institut catalan d'éducation physique de Ricardo Bofill. Enfin, une deuxième tour de télécommunications sera construite sur l'esplanade par Santiago Calatrava. Voilà le décor de ces Jeux Olympiques. Et alors que les sites que nous venons de voir seront consacrés aux équipements sportifs, le dernier servira pour sa part à la construction du village olympique. Et vous vous rappelez de la zone industrielle, dégradée et polluée dont je vous ai parlé tout à l'heure? Eh bien c'est là qu'il sera construit, dans le quartier de Poblenou. Le site sur lequel sera construit le village olympique se situe entre le parc de la Citadelle, où Barcelone avait accueilli l'exposition universelle de 1888, et le centre de Poblenou, Poblenou en catalan. Il correspond au quartier d'Icària, où s'étaient développés le long de l'avenue éponyme et menant vers le plus vieux cimetière de Barcelone, de nombreuses usines et ateliers attirés par les voies du chemin de fer et les eaux de la rivière Bogatell. Surnommé le Manchester catalan, Poblenou accueillait la zone industrielle la plus importante de Barcelone, qui s'étendait, nous l'avons vu, tout le long de son littoral. Mais à partir des années 60, la désindustrialisation fit d'Icària l'un des quartiers les plus dégradés de Poblenou, dont la trame urbaine désordonnée rendait difficile son intégration avec la ville. Les lignes de chemin de fer avaient en effet créé une barrière qui avait empêché l'application de l'Eixample, l'isolant du reste de la ville et isolant la ville de la mer. Il n'y a aujourd'hui plus que cette cheminée, celle de l'ancienne usine Folch, qui témoigne encore du passé industriel d'Icària. Car lorsque Barcelone est sélectionnée pour accueillir les Jeux, elle décide tout simplement de raser le quartier pour construire le village olympique, d'accord, mais surtout pour enfin s'ouvrir sur la mer. Démarrée le 3 août 1987, la démolition du quartier d'Icària impliquera la disparition de 157 industries et le délogement tout de même de 147 familles. En seulement 10 mois, une zone immense est complètement remise à zéro pour la création de la nouvelle Icària. S'étalant sur 74 hectares, l'édification de la nouvelle Icària se fera en 2 phases. D'abord, la réalisation de grandes infrastructures, ensuite, la construction des bâtiments. Afin de remédier à l'isolement du quartier, Barcelone va ainsi commencer par enterrer le tronçon du chemin de fer, le séparant du reste de la ville, et supprimer tout simplement celui longeant la mer. C'est l'acte urbanistique le plus important pour Barcelone depuis la démolition des murailles.
Et tandis que les gravats du quartier permettront de gagner 26 hectares sur la mer, ce sont plus d'1 million de mètres cubes de sable qui seront déversés sur le littoral barcelonais pour la réalisation de nouvelles plages. Alliés à un système d'égouts flambant neuf, ces travaux permettront pour les Jeux la transformation de plus de 4 km de littoral. Remodelage de la plage de Somorrostro, construction de celle de Marbella, Bogatell et Nova Icaria, devant laquelle sera construit le village olympique. C'est une véritable révolution pour Barcelone, où il était jusque-là impensable d'implanter des logements au bord de la mer. Pour concevoir ce nouveau quartier où seront logés les athlètes, la ville va faire appel à l'agence MBM Architects et à sa figure emblématique, Oriol Bohigas. Né le 20 décembre 1925 dans le quartier de l'Eixample, Oriol Bohigas est un personnage indissociable de l'histoire urbaine de Barcelone. En 1943, à l'âge de 18 ans, il débute des études d'architecture sous l'influence de l'un de ses meilleurs amis, Josep Martorell. À peine diplômés en 1951, les deux amis s'associent pour créer leur agence d'architecture. Ils se veulent héritiers du GATPAC, un groupe d'avant-garde catalan des années 30, et défendent la production d'une architecture rationnelle suivant les principes du mouvement moderne. 11 ans après le début de leur carrière, en 1962, Josep Martorell et Oriol Bohigas sont rejoints par David Mackay, donnant naissance à l'agence MBM Architects. Figure de proue de cette équipe, Oriol est également un intellectuel qui écrit dans des revues depuis l'âge de 19 ans, mais dont les prises de position ne sont pas tout à fait du goût du pouvoir en place. En 1966, 2 ans après avoir commencé à enseigner à l'ETSAB, l'école technique et supérieure d'architecture de Barcelone, l'architecte est arrêté et renvoyé de l'école, simplement pour avoir essayé de créer une union étudiante. Ah, la dictature! En 1970, rebelote, l'architecte est nominé à la tête du département de projet de l'ETSAB, mais son poste est annulé car il refuse de jurer allégeance aux principes du mouvement franquiste. Il ne retrouvera l'école qu'en 1977, 2 ans après la mort de Franco, cette fois en tant que directeur. Car avec la chute du franquisme, le vent tourne pour Bohigas. En 1980, le premier maire démocratiquement élu de Barcelone, Narcís Serra, nomme l'architecte délégué à la planification urbaine, aux côtés de Josep Acebilo et d'Albert Puigdomenech. Il y dessinera le contour des projets à venir pour les Jeux, avant d'être promu à la tête du service par le maire suivant en 1984. 1 an plus tard, l'équipe de MBM Architects, renforcée par Puigdomenech, sera chargée de concevoir le plan d'aménagement de la Villa Olímpica, le village olympique de Barcelone. En plus de l'organisation globale du village des athlètes, les architectes devront gérer le passage de la Ronda littorale, puis dessiner la façade maritime et son tout nouveau port sportif. Ce sont cette fois 15 000 personnes qu'il va falloir héberger au village olympique. Pour en concevoir le plan d'ensemble, Bohigas et ses collègues décident de tirer parti du fait que le site était resté hors de la trame de Cerdà pour proposer un développement distinct de celui de la ville classique. Leur intention est de reprendre la morphologie de l'Eixample et de la croiser avec les principes du plan Macià, développé dans les années 30 par les architectes du GATPAC et Le Corbusier. Ceux-ci proposaient d'implanter les bâtiments au sein de super îlots de 400 mètres de large, 3 fois ceux du plan Cerdà, de manière à libérer un maximum d'emprise au sol. Pour ce faire, Martorell, Bohigas, Mackay et Puigdomenech vont commencer par prolonger la trame de l'Eixample, tout en maintenant le tracé historique des avenues d'Icaria et du Bogatell. Ils vont ensuite hiérarchiser ces rues en définissant tous les 3 îlots, des axes principaux s'étendant jusqu'aux plages, qui vont leur permettre de définir des super îlots. Car en dilatant la trame de Cerdà, les architectes parviennent à libérer de grands espaces intérieurs qui laisseront place à des typologies inédites sur lesquelles nous reviendrons plus tard. La structure du super îlot sera quant à elle obtenue grâce à des bâtiments portes qui enjamberont les rues secondaires de manière à conserver une continuité de façade. En plus de concevoir le plan d'ensemble du village olympique, l'équipe incarnée par Bohigas rédigera également les règles du concours pour la construction des bâtiments. Et pour s'assurer de leur qualité, seuls des architectes ayant déjà reçu le prix FAD seront invités à y participer.
Les 1814 appartements du village olympique seront ainsi réalisés par une cinquantaine d'architectes répartis en 21 équipes formant autant de projets, dont un que se réserveront Bohigas et ses associés. Afin de donner une cohérence au quartier, les façades des immeubles côté rue devront être recouvertes de briques et conserver une hauteur similaire, 5 ou 6 étages, des règles qui admettent tout de même quelques exceptions. Aux morphologies semblables, ces bâtiments tiennent les rues, s'alignant en limite de parcelles et mettant à l'abri de vastes cœurs d'îlots. On y trouve, nous l'avons dit, des typologies nouvelles et variées, plots, barrettes, séries de maisons en rangées, qui prennent place au sein d'espaces privés ou semi-privés ouverts sur les rues secondaires. Le quartier fera également l'objet de projets d'équipement et d'immeubles de bureaux, tandis que ses voies historiques seront remodelées, piétonisation de l'avenue du Bogatel, aménagement d'un terre-plein central sur l'avenue d'Icaria, abrité par les pergolas déconstructivistes d'Enrique Miralles. Pour finir, le village olympique déploie 2 grandes façades à l'échelle urbaine. L'une forme une courbe continue s'étalant sur 4 îlots, l'autre dresse un front discontinu face à la mer, duquel émerge une tour signal de 9 niveaux et dont l'unité le long du littoral est fabriquée par des colonnades implantées au pied de chaque bâtiment. Mais c'est entre le village olympique et la mer, à l'endroit exact où se trouvait la ligne de chemin de fer, qu'a été aménagée la Ronda Litoral, la toute nouvelle rocade de Barcelone. Les concepteurs du quartier vont donc devoir faire en sorte qu'elle ne soit pas un nouvel obstacle entre la ville et son littoral. Pour éviter qu'elle ne devienne une rivière impénétrable de voitures, Bohigas et ses confrères proposent d'en faire une voie-parc en noyant la Ronda Litoral dans une bande végétalisée, c'est le Parc del Mar. Cet espace paysager est divisé en 3 parcs, dont 2 recouvrent entièrement la Ronda Litoral. Ils forment une transition poreuse entre la ville et le bord de mer, qui permet de franchir aisément la voie rapide depuis chaque rue du village olympique. La promenade maritime est quant à elle aménagée sur 2 niveaux, aisément reliés par des rampes et ponctuée de kiosques abritant des restaurants, ainsi qu'un centre météorologique conçu par Álvaro Siza. 2 autres parcs viendront enfin compléter le quartier, le parc Carles I et le parc del Poblenou. Recouvrant à nouveau et intégralement la Ronda Litoral, ce dernier reliera le noyau historique de Poblenou directement et sans peine jusqu'à la mer. Mi nombre es Yum. Vivo en este barrio desde el año 94. Para llegar a la playa tenía que atravesar las vías del tren. El mar era prácticamente una cloaca a cielo abierto, que el agua del mar estaba muy sucia. Barcelona vivía de espaldas al mar. El tema de la luz, yo creo que en la Vila Olímpica es un tema que se ha tenido en cuenta en todos los edificios. En esta casa en concreto, las sensaciones que entras y ahí entra luz por todas partes. Lo primero que ves cuando entras es el mar. Yo lo primero que hago cuando entro en mi casa es abrir todas las ventanas y tenemos corriente de aire. El piso está orientado este a oeste, de mar a montaña. Las calles son más anchas aquí. Hay bastantes jardines. Pienso que la playa es un parque urbano. La disfrutamos no las personas que vivimos en este barrio, sino toda Barcelona. Entonces esto ha sido fantástico. En plus du quartier où seront logés les athlètes et du parc du littoral, Martorell, Bohigas, Mackay et Puigdomenech façonneront également le site qui accueillera les épreuves de voile, le port olympique. Et plus qu'un équipement sportif, celui-ci devra être conçu comme un espace public intégré à la trame de la ville. Pour ce faire, le port olympique sera placé à l'embouchure du dernier axe structurant qu'il nous manque d'évoquer, l'avenue Carles I, aujourd'hui rue de la Marina. Liaison directe entre la mer et le cœur de l'Eixample, celle-ci se trouve pile sur l'axe de la Sagrada Familia, auquel répondent les 2 tours dominant le port olympique. Conçu avec l'ingénieur Joan Ramon de Clasca, le port olympique se compose de 2 darses entourés par 4 quais que protègent 2 jetées. Côté terre, le prolongement de la rue de la Marina et la promenade du port olympique forment des balcons qui surplombent le port. Côté mer, une jetée perpendiculaire à la promenade s'ajoute à une première de 550 mètres de long, dessinant une légère courbe qui lui permet de diminuer l'impact des vagues. À l'exception de celui de la Marina, les quais ont quant à eux une largeur remarquable qui en font de véritables espaces publics. Ils sont entourés de plus d'une centaine de locaux commerciaux
qui prennent place sous les quais hauts et qui donnent au port son incontestable urbanité. Pour sa part, le quai de la Jetée perpendiculaire est conçu comme un prolongement de la promenade maritime. La terrasse d'une galerie dessert en effet 4 espaces de restauration situés au même niveau et au terme de laquelle se trouve le symbole le plus distinctif du port, l'école municipale de voile. Pour finir, un quai technique sépare les deux darses, au bout duquel les architectes installent la capitainerie. Situé face à son entrée, c'est là que sont gérés les 742 amarrages dont dispose le port, répartis tout autour des quais et le long de 5 pontons. Mais ceci n'existait pas à l'origine, car c'est un grand bassin qui avait été livré au temps des Jeux Olympiques. Inauguré dès 1991 à l'occasion des épreuves préolympiques de voile, le port olympique s'est lancé après 30 ans d'activité dans de profonds travaux de rénovation. Ceux-ci s'achèveront à l'été 2024 à l'occasion de l'America's Cup, un championnat international de voile qui aura lieu ici et incluront la réhabilitation de l'école de voile dont je vous propose maintenant de visiter le chantier. Aquí es el sitio donde todo el mundo pasa y todo el mundo se encuentra. Entra por aquí, si no sabes dónde vas aquí a la recepción a preguntar y si ya sabes dónde vas, coges este pasillo y vas yendo a los diferentes vestuarios. ¿Qué tal? Somos Francesc Vargas, Mayra González. Hemos sido bastante fieles al original. Los vestidores los tenía aquí, en contacto con la fachada. Como ahora tenemos los vestuarios en contacto con el hangar, tienes esta visión de las cubiertas que ahora están tapadas con esta lona azul porque falta la claraboya, pero por aquí bajará mucha luz. Pues estamos en el hangar principal donde accederán los barcos altos, por eso este espacio tiene tanta altura. Tenemos 15 pirámides que son los secadores naturales, el aire va para arriba y vamos secando la humedad del espacio. Ahora actualmente estamos en el patio de maniobras donde ellos efectúan la entrada y salida de barcos, de los centros de velas que hay en Europa y esa es de las pocas que tienen una bocana directa a mar, para ellos es la bomba. Y yo creo que también es parte del éxito de esta escuela. Este hangar tiene la misma altura que el otro. Hemos tenido que hacer este forjado. Todo lo que es estructural lo estamos haciendo con madera. Cuando alguien entre en el edificio entienda enseguida que esto no es del 92. Tenemos como 2 edificios en uno. Tendrá como ese acceso desde aquí el paseo de Gregal. Siempre nos hemos movido respetando la crujía esta que tenía cada pirámide, ¿no? Aquí están las puertas de acceso y una vez entras las salas son libres, son estos 4 módulos. Estás viendo el mar y estás viendo el Port Olímpic. Y la cubierta es chula, Es como un paisaje lunar la cubierta. Antes no existía la canal y el agua regalaba directamente por la fachada. Y hemos recuperado una idea que nunca se llegaron a ejecutar y el agua va directamente hacia el mar. Para nosotros fue una oportunidad única porque nosotros cuando éramos niños ya vivimos el boom que fue las Olimpiadas. Pensad que yo participé en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Tener la oportunidad, ¿no?, de poder hacer esta rehabilitación, el hecho de que sea un edificio de los arquitectos Martorell, Bohigas y Mackay. Y lo mejor de todo es poderlo haberlo hecho con Mayra. Buenos días, soy Laura. Mi función es coordinar todas las actividades, es sobre todo de vela ligera. Empecé a navegar cuando era pequeña. Antes era un edificio muy amplio, la distribución era muy práctica y estábamos muy cómodos porque ya estaban todos los espacios pensados. Nos trasladamos en unos módulos provisionales. Tenemos muchas ganas de ver cómo queda el nuevo edificio. Es un sitio que ha sido muy importante, pero que también se lo ha hecho un poco suyo. Le coges cariño después de tantos años. Moteur des plus grandes transformations que la ville a connues depuis le plan Cerda, les Jeux Olympiques auront permis à la ville de Barcelone de se renouveler radicalement, passant d'une cité industrielle moyenne à une métropole d'échelle européenne. Une réussite qui y attirera des touristes, beaucoup de touristes. Victime de son succès, Barcelone a accueilli 12 millions de visiteurs en 2023, 7 fois plus qu'en 1990. Suffoquant sous le surtourisme, elle devient de moins en moins vivable pour ses habitants qui souhaitent désormais voir le nombre de touristes limité. Cet événement aura néanmoins catalysé les efforts pour faire une ville meilleure avec une rapidité et à une échelle inédite. Ils auront fait de Barcelone une ville plus douce et amorcé une reconquête du littoral qu'elle ne manquera pas d'achever lors de la décennie suivante. Ouverts le 25 août 1992, les Jeux Olympiques de Barcelone, qui seront les premiers de l'histoire sans boycott, susciteront un formidable enthousiasme, encore palpable aujourd'hui. Une période faste qui sera malheureusement suivie d'une crise économique, une gueule de bois olympique,
que l'on espère bien sûr s'éviter à Paris. Car c'est ainsi que s'achève notre tour d'Europe, des villes qui ont accueilli les JO dans la seconde moitié du XXe siècle. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir les 2 premiers épisodes de la saison et dites-nous dans les commentaires si vous saviez à quel point Barcelone était différente avant les Jeux. Surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car on rentre à Paris pour découvrir le seul bâtiment construit spécifiquement pour les Jeux de 2024. Rendez-vous donc quelques jours avant la cérémonie d'ouverture pour le prochain épisode du nouveau programme. Bonjour, je suis Marin Périou. Vous m'avez sûrement déjà vu dans l'épisode de La Villette ou celui sur le CND. Et ouais, c'était moi au téléphone. Eh bien, figurez-vous que je suis le trésorier de l'association Le Nouveau Programme. Et pour continuer à mener des projets comme ceux-ci, nous avons besoin de vous. Si vous le pouvez, soutenez-nous sur Tipeee ou Hello Asso et nous vous offrirons des stickers pour vous remercier. Allez, on compte sur vous et nous, on file à Paris. Hasta luego!